je faisais partie de cette association. Et vers la fin de mes études, je me suis donné une chance dans le métier de comédienne. Et puis finalement, je n'ai jamais regardé en arrière puisque j'ai eu la chance que ça a marché pour moi. Mais j'ai pris quand même des cours de théâtre à ce moment-là. Et c'est donc là que je vais vous conseiller à tous, si vous voulez faire du doublage, la première chose c'est de se former évidemment parce que c'est un métier d'être comédien. Donc cours de théâtre, cours d'actorat, cours d'acting, devant la caméra ou quoi. Il faut avoir une formation de comédien pour pouvoir faire du doublage. Et ensuite, quand vous avez démarré une formation de comédien, vous pouvez vous spécialiser dans des ateliers, dans des stages de doublage, donc des métiers de la voix, pour apprendre la technique spécifique au doublage et rencontrer des directeurs artistiques qui pourront vous faire travailler. Voilà, donc d'abord c'est le métier de comédien et ensuite vous pouvez vous spécialiser et apprendre voilà, la technique du doublage au travers de stages, sachant que quand on est comédien en général on n'est pas que sur un domaine en particulier. On peut faire à la fois du théâtre, du cinéma, de la télé, du doublage, de la voix, enfin bref c'est un métier pluridisciplinaire. Donc voilà. Et toi Julien, donc tu es traducteur. Je suis traducteur, bah, c'est à peu près voilà, partir de la théorie et de la base et de l'apprentissage de la matière qui t'intéresse le plus. Moi c'était les langues, voilà, je voulais parler plein de langues dans ma vie, maintenant j'en parle 5. Français, anglais, espagnol, italien, japonais et hongrois que j'apprends. Non, aucune. Le second degré. Et le second degré aussi. Ah, je pensais qu'on passait, c'était une vraie question. Pas grave. Et après, si on aime le jeu vidéo, on utilise ce qu'on a appris en théorie sur le jeu vidéo. Mais il faut être joueur et aimer l'univers des mangas, de l'animé, tous ces domaines se retrouvent quelque part. Donc si on aime les films, bah, on aime aussi les séries. Si on aime les séries, on aime aussi voilà, les jeux vidéo. On retrouve toujours les mêmes codes. Et avoir une bonne culture de ce médium bah, t'aide à mieux travailler. Donc moi, je passe mes journées à jouer à des jeux vidéo, à regarder des séries, à regarder, voilà, puis à dur la vie. J'allais dire dur la vie, franchement. Ouais, c'est en train de te plaindre, mais... Non, mais j'ai eu énormément de chance, je le sais. C'est surtout que j'ai eu un bol de taré qu'on m'ait envoyé au Japon pour faire des jeux vidéo, pour traduire des jeux vidéo, et ensuite j'ai bougé pour faire du dessin animé, j'ai bossé pour Totally Spies, pour d'autres choses, parce que Pokémon a été un tremplin. Voilà, donc j'ai eu cette chance d'être au bon moment, au bon endroit. C'est pas pour désespérer les gens de dire que ça ne repose que sur la chance, mais si on est passionné et en plus on est dans le domaine de travail d'une passion, on ne travaillera jamais une journée de notre vie, c'est ce qu'on dit. Mais d'ailleurs, quand tu es arrivé au Japon, donc tu faisais quoi? C'était pour tes études? C'était parce que justement c'est les Japonais qui t'ont appelé pour travailler avec Game Freak? Exactement. Ouais, c'est Game Freak qui t'a contacté? C'est Nintendo qui m'a fait faire un test de traduction en France. Nintendo, pas... C'est Nintendo, et Nintendo, ils avaient ce jeu qui allait sortir qui s'appelait Pokémon, et ils m'ont envoyé pour rencontrer les créateurs. Et les créateurs m'ont fait passer une batterie de tests infernale pour savoir si déjà je jouais aux jeux vidéo, parce qu'ils voulaient savoir si c'était un passionné. Tous les gens qui travaillaient sur Pokémon à l'époque, c'était que des passionnés. Ils avaient tous des t-shirts de Pokémon, ils avaient tous la sonnerie du thème de Pokémon dans leur téléphone, et je les ai regardés comme des fous au début. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ces mecs? Tu as réussi un test de geekerie. J'ai passé un test de geekerie, je l'ai foiré au début, parce que sur la table de réunion, il y avait des cookies en forme de Pikachu. Et moi j'ai mangé la tête de Pikachu et j'ai fait marcher le cookie comme ça, en faisant comme ça, pas un rire. Attends, t'as quand même réussi à passer le test en faisant ça. Ouais. Et le mec il a décapité Pikachu, il était en mode... Et ils ont dit deux trucs en japonais en disant non, ce mec faut le virer, puis moi j'ai répondu en japonais j'adore. Et puis après, voilà. Non, mais j'ai joué au jeu. Au début, c'était en japonais, ils m'ont donné un truc, vas-y, démerde-toi, et au bout de 2 jours, j'avais un Pokédex à moitié rempli, tu vois. Et ils m'ont dit, ouais, c'est bon. T'as joué aux versions japonaises, qui n'était pas encore sortie aux États-Unis, je crois. Alors, qui n'était pas sortie aux États-Unis parce qu'elle venait d'être validée. Ouais, c'était la version vert et rouge alors. C'était vert et rouge, ouais, c'est bien joué. C'était vert et rouge, et la version verte du Japon, nous, c'est la version bleue. Parce que c'était plus parlant d'avoir comme opposition au rouge le bleu dans la culture européenne plutôt que le vert. Ah, le felo, tu veux dire? Non, de toute façon, tout repose sur un pierre-papier-ciseau. Tout ce jeu, tout cet univers, c'est pierre-papier-ciseau. C'est-à-dire que le feu brûle le bois flotte sur l'eau éteint le feu. Voilà, donc c'est comme ça. On ne doit pas jouer même pierre-papier-ciseau. Bah, ça bat ça, qui bat... non, ça bat ça, qui bat ça. Le puits, ça n'existe pas, les mecs. Il n'y a pas de puits en pierre-papier-ciseau. Et on dit Roku. Il casse les enfants. Ça c'est toi qui le dis, moi c'est pas le dessin animé. Bon, on pourra ouvrir le débat plus tard.
voilà, pour le débat de la formation et voilà, de la passion et tout ce grand truc, c'est effectivement d'avoir été traducteur au départ. Et maintenant, voilà, je me retrouve ici, je suis très content. Ce week-end, donc là après tu vas continuer à jouer à des jeux vidéo toute la semaine, tranquillement chez toi. J'ai commencé Super Mario Wonder, j'ai pris ma petite Switch avec moi et tout ça, c'est très bien. La vie est dure, hein. Bon. Donc Geneviève, toi, alors quand tu as commencé justement en tant que comédienne, c'était vraiment dans le doublage ou tu as commencé à faire un peu, à faire des petites pièces de théâtre pour le plaisir, essayer de faire des castings de cinéma, ou tu es vraiment rentré direct dans le doublage Alors, comme je disais, moi, mon parcours, il est un petit peu atypique. Comme j'ai commencé dans une association de doublage, j'étais déjà en train de pratiquer la technique du doublage alors même que j'avais même pas commencé les cours de théâtre. Je savais que c'était la base d'être formée en tant que comédienne. Puis en plus, j'ai quand même fait des études Bac+5 qui sont, voilà, pour moi, la formation, c'est la base. Tu deviens pas, je sais pas, ingénieur ou médecin sans avoir fait des études. Donc comédien, c'est pareil. Donc du coup, sur la fin de mes études, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre en parallèle que j'allais démarcher les studios parce que je faisais du doublage que dans le sein de mon association à l'époque, qui ensuite s'est professionnalisée et avec les mêmes personnes, y compris moi à l'époque, on est devenus associés et on a créé une boîte de doublage qui s'appelait à l'époque One Take, qui a existé pendant une dizaine d'années en plus, hein, qui a doublé pas mal d'animés, dont Tail, je crois, bref. Et voilà. Parodique, c'est ça, c'était des parodies justement. Non, ton association. L'association ouais. faisait des doublages parodiques, ouais. Faisait également en amateur des doublages comme des fandubs, des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé entre guillemets le doublage. Mais ensuite elle s'est professionnalisée dans le sens où les membres de l'association, le bureau de l'association, le président de l'association et d'autres personnes qui voulaient faire partie de l'aventure se sont montés en tant qu'associés et ont créé une boîte. Donc ouais, je sais plus c'était quoi. Ça irait dans je ne sais plus. Bref, donc un studio de doublage. Mais quand moi j'ai commencé à me professionnaliser individuellement, je veux dire en tant que comédienne, j'ai pris des cours de théâtre en même temps que j'allais assister sur des plateaux pour avoir vraiment une formation, tout ça. C'était ça la question? C'est totalement ça la question, tu as très bien répondu. Et justement, alors l'association, l'important c'est de trouver sur les doublages parodiques, on peut encore les trouver sur YouTube ou il y a vraiment, ça a été éradiqué totalement? À mon avis, il doit y avoir des traces sur YouTube parce que YouTube garde tout en mémoire. Après, c'est vraiment vieux de la vieille, quoi. Faut les trouver. Donc voilà, cherchez bien, peut-être que vous retrouverez des doublages parodiques de Geneviève. Et donc toi, tu es aussi directeur artistique. Voilà, ça rejoint un peu le doublage. Ça rejoint un peu le doublage parce que maintenant j'écris des dialogues de jeux vidéo et le plus simple, parce que très souvent on travaille sans images, on travaille voilà, à blanc et les gens vont dessiner après en fonction de ce qu'a fait le comédien de doublage. Ça c'est au Japon, c'est dans les versions originales. Parce mais que aussi, en France ça arrive aussi de temps en temps. Ah ouais, on fait ça à blanc et ensuite on envoie ça à ceux qui vont programmer. Donc on peut commencer par la case de la voix ou terminer par la case de la voix sur des images. Ce qui est toujours le plus confortable pour un comédien, c'est d'avoir le visuel de ce que ça va être. Pour une performance, c'est plus direct. Et par exemple, la dernière direction que j'ai faite, c'était sur les derniers jeux des Lapins Crétins avec Mario Lapin Crétin, tout ça, toutes ces choses-là. C'est moi qui ai écrit les dialogues en anglais et en français et des trucs comme ça. Et ensuite, comme je connais, avant que ce soit en images, les situations, les énergies à apporter dans la performance du comédien, voilà, je choisis les comédiens que je pense être les meilleurs pour faire un lapin crétin ou un Luigi, tu vois, et ensuite je les dirige et je leur dis, tiens, à ce moment-là, t'as le pied coincé dans la porte, tu conduis une voiture et t'as envie d'aller là et tu dis ça. Après, bon, des directeurs artistiques qui font des choses plus cérébrales, voilà, moi je reste un petit peu dans le cartoon et dans l'humour. On sent cette proportion à l'humour. Parce qu'après, maintenant, Geneviève, je pense que tu pourrais dire, dans le jeu vidéo, souvent vous avez justement juste l'audio. Alors, pour Witcher, par exemple, tu n'avais pas l'image, je suppose, mais tu avais quand même l'audio du comédien original. Oui, oui. Et tu devais vraiment te baser par rapport à ça. Oui, c'est ça. En fait, en jeu vidéo, le doublage du jeu vidéo est très très différent de tout ce qui est animation ou film, enfin bref, une série live, parce que quand on a normalement un doublage classique, on a évidemment l'image pour rentrer sur la synchro des personnages qu'on voit à l'écran. En jeu vidéo, en général, on n'a pas d'image. On n'a que la forme d'onde audio et donc que le son. Et selon les fichiers, selon la phase de jeu à laquelle ça correspond, il y a plus ou moins de la synchro. Souvent, il n'y en a pas trop, donc on a une marge de 10% par exemple. Des fois, il n'y en a pas du tout, donc on fait ce qu'on veut, ça c'est cool.
Des fois, ils nous demandent juste d'être dans la contrainte de début et fin de la réplique, et on fait ce qu'on veut entre-temps. Et des fois, il faut être complètement synchro parce que c'est une cinématique et qu'on voit bien. Et là où c'est chiant, c'est quand il y a une cinématique mais qu'on n'a que l'audio, qu'on ne voit pas l'image, on colle un peu moins. Et je pense que c'était le cas malheureusement sur The Witcher 3. Ils ont essayé d'être au plus précis possible. La direction était très très fine parce que ça reste un jeu vidéo qui est très cinématographique, qui est très beau, qui est très réaliste. Donc le jeu reste intimiste et ça c'était vraiment très très chouette. Par contre, en termes de synchro, en termes d'image, moi j'aurais préféré avoir l'image parce qu'en re-regardant après coup ma voix synchronisée sur les images, moi j'aurais probablement apporté quelques nuances c'est toujours le problème de souvent ça. Même dans le film, ça arrive souvent sur des films un petit peu des grosses licences comme la guerre des étoiles, enfin comme Star Wars ou comme les Marvel, pour pas que les images fuitent, les comédiens de doublage travaillent avec un film complètement gris, enfin on voit rien, et tout d'un coup tu vois l'ouverture de bouche, donc tu vois que ton comédien, hop, il est là, et tu dois rentrer dans sa bouche là, et tu sais pas trop ce qu'est la scène, donc tu joues au mieux possible, et puis après tu vois le film, tu vois ta performance, et tu dis, ah là, d'accord, ok, c'est comme ça, et bon. T'as que les directeurs artistiques qui voient justement le voix une semaine avant ou 2 semaines avant. Voilà, et ils essaient d'expliquer au mieux comment ça se passe, et effectivement c'est très compliqué. Pour les Marvel, moi j'étais avec Bernard Gabet, je faisais les experts, et il me disait que il ne pouvait pas m'affirmer qu'il allait faire le dernier film d'Iron Man là, dans Avengers Endgame, malgré le fait qu'on sache que c'était lui tout du long, quoi. Ils ne pouvaient pas l'affirmer parce qu'ils ont même des clauses de contrat qui leur disent vous n'avez rien le droit de divulguer, rien le droit de dire. Et vraiment pour pousser le vice, c'est vraiment comme disait Julien très justement, on ne voit que les lèvres. Donc après pour jouer par-dessus, et puis le directeur artistique l'a vu une fois, quoi. Il dit ah je crois que là il y a un truc qui se passe, une explosion, alors qu'en fait parfois pas du tout, et le comédien s'adapte. Et même il y a un truc maintenant, alors je sais pas si ça vous arrive, les comédiens maintenant doublent un à un. Alors qu'à l'époque, ils étaient vraiment tous ensemble. Ouais. Pour qu'il y ait un peu moins d'informations qui fuitent, tu fais plus une scène entière où on est 5 à la barre, puis bon, après il y a eu le post-Covid où tu pouvais pas être plusieurs à la barre, donc chacun vient faire une nappe, enfin une couche de la scène, et après c'est des fichiers que tu conglomères pour avoir le truc. L'illusion elle est parfaite dans la majeure partie des cas. Je veux dire, c'est aussi le travail de l'auteur ou du directeur artistique d'avoir ces Legos qui se mettent dans ton esprit. Attends, lui il a terminé comme ça, donc soit si tu fais comme ça, ok ça marche, ok, next, et tu continues. Après, la nuance que j'apporterais, c'est que aujourd'hui, effectivement, on enregistre beaucoup tout seul, mais c'est pas tant pour les raisons de confidentialité que pour des raisons d'habitude qui ont été prises post-Covid. Parce que c'est vrai qu'au moment du Covid, là, tout le monde venait séparément enregistrer. Et finalement, les clients se sont dit, mais c'est bien en fait, parce qu'on a toutes les pistes séparées. Du coup, si on veut modifier telle machin, donc en fait, pour c'est faire un peu une habitude. Parce que tu as des comédiens aussi qui arrivent en retard ou machin, et aussi ça va plus vite. Ça va plus vite d'avoir. Voilà. Tout seul de son côté, t'as 3 répliques. D'enregistrer avec plein de gens en même temps. Ouais, tout le monde essaie toujours de couper le temps, de couper, de compresser, d'économiser. Enfin, globalement, l'économie, l'industrie du doublage tend toujours à économiser de plus en plus. C'est pas forcément une bonne chose. Rassurez-vous quand même, pour l'histoire des bouches, là, des encarts, c'est quand même assez rare. Dans le sens où c'est que pour les très 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 gros films, type Avengers, là où on a peur que ça fuite, mais la plupart du temps, 99% du temps, on voit les images entièrement, on voit les comédiens, mais effectivement il y a toujours plein de titres de filigrane, il y a marqué propriété de Warner, propriété de Dubbing Brothers, donc l'image n'est pas hyper, claire, mais c'est pour éviter effectivement que ça fuite en entier sur les sites de téléchargement quoi. Mais normalement on voit suffisamment pour pouvoir comprendre la tête du personnage et son expression en entier. Sauf dans les rares cas, où vraiment là il y a besoin. Au film. Est-ce que c'est pas plus compliqué justement de se dire, là, mon personnage a interrogé avec un autre, il y a des ruptures parfois, et justement, est-ce que c'est pas mieux justement d'interagir à deux? Bien sûr, c'est l'idéal, évidemment. Mais ce qu'on faisait aussi, beaucoup depuis le Covid, c'est qu'on parfois, on pouvait demander à écouter dans le casque la réplique des comédiens qui étaient déjà venus enregistrer pour pouvoir mieux leur répondre. Parce qu'effectivement, bien sûr que quand on enregistre à 2, à 3, à 4, on peut vraiment se répondre et une émulation. Le problème, c'est que des fois, on se chevauche, c'est-à-dire qu'on parle, l'autre il parle un peu par-dessus nous, et du coup, pour l'ingé son, c'est pas l'idéal pour pouvoir travailler sur ça. Parce que c'est-à-dire que s'il y en a un qui s'est bourré, comme sa réplique touche celle de l'autre, on doit changer les deux pour que ça puisse marcher. Il faut faire revenir 2 personnes, par exemple. Enfin, tout ça pour dire que c'est un vrai métier. C'est compliqué, ça a ses contraintes, mais c'est des gens qui se donnent du mal et il faut aimer la VF. Il ne faut pas enlever cette qualité qui parfois améliore certains films. Il y a des films qui sont formidables en VO, mais il y en a qui sont encore mieux en VF. Je pense que beaucoup d'entre vous pourront le dire, enfin, il y a tous
pour vous tous, je pense, un film qui a dû vous marquer ou dont la VF était incroyable. Moi, à chaque fois, je pense par exemple à Retour vers le futur ou à Jurassic Park. Je trouve que la VF, elle surpasse un peu tout, même les Disney. J'allais dire, les Aladdin, Disney sont incroyables. je l'ai vu moi, quand j'étais gamin en anglais. Alors c'était Robin Williams, donc c'était quand même un gros morceau. Mais quand j'ai écouté après la version avec Richard Darbois, c'est incroyable ce qu'il dégage comme énergie. Enfin, moi, j'ai rencontré ce monsieur, et franchement, chapeau. Alors, aussi, Julien, on revient un peu sur Pokémon. T'as fait les 250 premiers, mais pourquoi t'as pas continué après? J'ai quand même tué des dauphins et des super dauphins. Oui, non, ça c'est pas moi. Dauphin et super dauphin, c'est pas moi. Oui, justement. C'était parce que j'ai déménagé. En fait, ils ont commencé à centraliser toutes les activités de Nintendo pour la traduction en Allemagne. Et j'y suis resté un certain temps jusqu'au moment où je voulais aller retourner en France. Et c'est là où j'ai travaillé pour Totally Spies et faire des dessins animés, qui était une suite logique après Pokémon, qui a une partie de dessin animé aussi. C'est juste que c'était une belle aventure et à un moment, voilà, c'est très bien. Totally Spies, c'était directeur artistique aussi? Alors j'étais dans la direction artistique, j'étais dans la production exécutive, j'étais dans les scénarios aussi, donc, et je me suis occupé du doublage. Et à l'époque, c'était chez PEV à Ramsès, qui date d'il y a très longtemps. Avec Philly, avec Claire avec Rio, Françoise Blanchard. D'accord, je parle de la VF de Totally Spies. Alors VF, c'est Claire Guyot, Oui, Philly Keita. Philly Keita et Céline Mauge. Voilà, j'ai oublié le nom de celle qui fait... Alex. Ah ouais, d'accord. Celle qui fait Alex, voilà. Philly Keita, c'était Clover, Sam, c'était Claire Guyot. Et c'est Jean-Claude Donda qui fait Jenny. Bonjour les filles. Bonjour les filles. Nous avons le cœur pour faire. Et ben, je l'ai pris. Alors ça, ceux qui aiment Pokémon vont être amusés, parce que je l'ai engagé pour faire la voix off de Pokémon Stadium. Ah oui. Commentateur. Mais c'est l'attaque trompette. Et ben, je me suis dit, ce mec est trop marrant, ça serait bien qu'il fasse Jerry. Et je sors de Pokémon Stadium et je dis, oui, j'ai un comédien de doublage parfait pour faire Jerry. C'est vrai qu'il était extraordinaire, c'était oh la trompette. Ah, ça n'est pas efficace. Oui, voilà, avec, tu sens vraiment les limitations techniques de la cartouche à cette époque-là, où t'as des blancs partout, c'est pas du tout... Oh, ça m'a fait des étincelles. Alors qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien, les magiciens passent avec les aciers. Oh, ça m'a fait des étincelles. Et maintenant, il renvoie son Pokémon. Tu sais tout, c'est J'y ai joué, j'étais passionné. Et maintenant, tu l'entends tout le temps. Oh là là. Ah, ce n'est pas efficace. Et j'ai essayé d'expliquer à ce comédien de doublage qui était d'un certain âge à cette époque-là, ce qu'était Pokémon. Et alors là, il comprend rien. Et je lui dis, trompette, c'est nul. Donc il faut que tu m'en donnes à mort. Il faut que tu dises que c'est une attaque formidable. Il disait, c'est la trompette. La trompette. Voilà. Comme d'expliquer le jeu de mots de canard artichaut à des gens qui ne comprennent pas l'absurde, tu vois. C'est vrai qu'il y avait certains Pokémon où il était avant, genre, et maintenant, Mewtwo. Tu m'as fait repartir en enfance. Hein, et ben voilà, c'est comme les chansons de Disney, ça reste dans le truc. On t'entend chanter 2 notes, toute la journée on l'a dans la tronche. Je suis vraiment désolé. Là vous avez laquelle en tête en ce moment? Voilà, là j'ai Aladdin, vous avez parlé d'Aladdin, j'ai Aladdin dans la tête. Toi je sais que t'as retenu d'autres trucs quand je suis monté devant. Oui, il y avait ça aussi. Enfin voilà. Mais tout ça, ça se rejoint, la traduction, l'adaptation, la VF et l'intelligence artificielle qui est une énorme connerie. Parce que vous allez avoir des choses qui n'ont pas de saveur, qui n'ont pas d'humain derrière. C'est-à-dire que, regardez, vous aimez Star Wars. À l'époque, on savait que c'était des maquettes, mais c'était réel, donc on y croyait parce que c'était réel. Comme Jurassic Park. Comme Jurassic Park. Non, Jurassic Park c'est un autre truc. Il y avait des robots quand même. Il y avait des animatroniques et tu sais que c'est faux, mais que c'est physique, donc t'y crois. Mais quand c'est irréel, mais bien, mais en même temps ça n'existe pas, t'y crois moins. Et ça te sort du film. Il y a la chose de Carpenter, The Thing, qui est avec des trucs d'animatronique, t'as peur. Ils l'ont refait après dans les années 2000 avec des images de synthèse, t'as pas peur, ça marche pas. Donc l'IA, avoir des comédiens de doublage qui n'existent pas, ou c'est Siri qui va vous faire Tom Cruise, c'est débile. On est d'accord? Pas Siri dans The Witcher, mais Siri Merci, dans Juju. Voilà. Merci Juju. Merci Juju. Précision. Non mais pour l'anecdote, vous savez que là, l'acteur qui prête sa voix à Dark Vador, j'ai oublié son prénom, mais c'est un monsieur s'appelle Philippe Catoire dans les derniers. Non, le comédien VO qui fait Dark Vador, James Earl Jones. Et ben, ce monsieur justement a été contacté par Disney pour enregistrer un certain nombre de voix. Il a dit voilà, on te paye un cachet et tu seras à vitam aeternam la voix de Dark Vador.
Et même nous, là, j'ai tourné la dernière émission Impossible avec Tom Cruise, et ils prenaient les figurants, ils les filmaient sous toutes les coutures, et ils s'en ont servi pour d'autres films. Ils leur ont fait signer un contrat minable à, je crois, 200 ou 300 euros, et on les réutilise dans d'autres productions de Paramount. C'est fou! Ça part dans un délire, justement, et je trouve que le métier est en péril à cause de toutes ces innovations technologiques qui peuvent être bonnes sur certains aspects, mais sur d'autres. Moi, je veux pas d'une voix artificielle pour faire des personnages de jeux vidéo ou de films. Enfin, et on pourra plus chanter sur scène avec toi. Ah bah non, vous aurez un robot. Sous l'océan, tous ensemble. Non mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en IA, ils font maintenant par exemple chanter... Il y a l'idée. Oui, ou par exemple Mariah Carey qui chanterait du Michael Jackson, ou Michael Jackson comment il chanterait du Mariah Carey, ou comment est-ce que... Ouais. C'est assez... on sent qu'il y a une intelligence, mais quand ça va être peaufiné, ça va être assez incroyable. Et c'est la mort de l'humain. On vous laisse écrire des pétitions, on arrête avec le sujet. De toute façon, il y a les comédiens qui sont en grève. Enfin là, ils ont fini leur grève, mais je crois qu'ils se sont mis d'accord sur le fait de ne pas utiliser l'IA avant un certain nombre d'années. Et c'est mieux parce que ça tue le métier et ça peut devenir... Bref, est-ce que parmi vous, il y a des questions par hasard? Oui, venez madame. Oh, t'as vu, il y a les Total Spies juste ici. Ah, je t'ai créé, ma vie. Je t'ai créé à gauche, je t'ai créé à droite. Petite question, peut-être un peu bateau. Quel est votre pire et votre meilleur souvenir de doublage? Aujourd'hui. C'était mon pardon, excusez-moi. Mon pire et mon meilleur. C'est toujours difficile ces questions-là parce que c'est difficile de choisir un seul. Ma pire expérience en doublage. Pas obligé de dire le nom, tu peux dire c'était sur une série ou sur un film, enfin voilà, sans être spécifique. Hein. Ne t'attire pas les foudres du studio. Les pires expériences, en fait, c'est quand on est mal distribué. C'est-à-dire quand on vient et qu'on fait un rôle qui ne nous correspond pas vraiment vocalement et qu'on se dit, bah, on est mal utilisé, quoi. Donc ça m'est arrivé quand j'ai commencé le doublage d'arriver sur des, je sais pas, un téléfilm ou un film où il y avait plein de rôles que j'aurais pu doubler, il y avait des jeunes, il y avait... bref, et là on me distribue une femme asiatique qui a clairement 50 ans alors que j'en avais 20 et qui fait un petit rôle, enfin même pas un rôle, hein, juste un petit truc, bref. Et ça c'était dur. Et ça m'arrive encore de venir pour doubler peut-être une actrice qui est d'origine asiatique, qui a clairement la cinquantaine et qui a clairement pas mon âge, même vocal. Et c'est compliqué de rentrer dans le personnage et d'y arriver, de faire quelque chose de réaliste sans complètement... voilà, juste parce que les gens se disent « Oh, ça va passer, elle a une tête d'asiatique, puis les asiatiques font plus jeunes que leur âge, donc la fille, elle a l'air d'avoir quoi, 40 ans, alors qu'en vérité, elle a 50-60 ans. » Et voilà. Donc ça, c'est dur. Et ce que j'ai préféré, bah, globalement, j'aime les rôles qui sont complexes, j'aime les rôles qui sont... ou qui sont déjantés. Donc par exemple, des bons souvenirs que j'ai en doublage de choses que vous connaissez peut-être, bon bah Evangeline dans Rockford, Ciri dans The Witcher, parce que ça c'est pareil, un personnage très développé, Yoko dans Gurren Lagann, pour les vieux de la vieille qui connaissent, un personnage aussi, voilà, qui est dynamique, en couleur, etc. Et non, j'ai eu la chance de doubler quand même beaucoup de beaux personnages dans ma vie, là encore récemment, mais vous connaissez pas, donc je vais pas vous citer, mais des trucs sur Netflix. Voilà. Oui, Jonathan. Question pour Julien. Est-ce que c'est vrai, ce que j'ai entendu dire, que c'est toi qui avais fait la voix de Luigi dans Mario Kart 64? Exact, ouais, c'est ça. C'était à l'époque où je travaillais justement au Japon et j'ai eu la chance, encore une fois, d'être au bon moment, au bon endroit, et un type avec qui je joue aux cartes Magic, qui est l'ancêtre des cartes Pokémon, à sa pause déjeuner, m'a dit: est-ce que tu veux venir voir le prototype de Mario Kart sur la Nintendo 64? Et je dis: ah oui, absolument, je joue au jeu et je vois que plusieurs personnages n'ont pas de voix. Et je me suis proposé de faire une des voix et on m'a mis sur Luigi. Et le mec qui m'a enregistré, c'est le compositeur du thème de Mario. C'est Koji Kondo. Et le thème de Zelda qui a été joué tout à l'heure par mon camarade de là-bas. Et voilà, et je viens pour faire la voix de Toad, parce que je jouais avec Toad sur Super Nintendo. Alors je vous parle d'un temps que... Et je me dis, tiens, super, comme ça, quand je vais acheter le jeu, je vais m'écouter moi-même. Tu vois, le truc, le mec un peu égomaniaque, qui n'a pas d'amis, qui n'a que lui.
c'est un peu ça. Et donc il me dit non, t'as la voix de Luigi, on va te mettre sur Luigi. Et je commence à gueuler sur le mec. Et c'est juste le compositeur du thème de Marie. Et plus je l'engueule, plus j'ai la voix de Luigi. Et il m'enregistre. Donc là, quand vous m'entendez, en fait, j'étais bingo. J'étais pas content. Tu te rends même pas compte, t'as fait mon enfance, mais certainement la vôtre aussi. C'est fou tout ça. Et le pire, c'est que tu fais pas ton âge, ça m'énerve. Eh oui. Dire que le temps n'a pas d'emprise sur toi, c'est insupportable. Je suis l'ami de Pharrell Williams et de Kenny Reeves, ouais. de Kenny Reeves et c'est qui le mec qui fait Ant-Man? Ah, Paul Rudd. Et de Paul Rudd, t'as l'impression qu'il vieillit jamais le mec. Il est insupportable. Il est insupportable. T'as l'impression qu'il a toujours eu 30 ans le mec. Non, mais là j'ai bientôt 50 ans et je les sens. Non, j'ai 50 ans dans un an. Dans un an, j'ai 50 ans. Ça m'énerve, ce genre de... Hein, bon, voilà. Est-ce que ça se voit? Oui. Juste quand il parle. Et Geneviève, on voit qu'elle a 20 ans. Enfin, Mais non, c'est une asiatique de 50 ans, on n'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure. c'est pour ça les doublages. C'est pour ça les doublages. Et Luigi, c'était sympa. Il n'y avait pas beaucoup de choses à dire, mais des gens m'appellent pour faire leur message tu vois, avec la voix de Luigi, qui a été reprise dans Mario Party et dans Luigi's Mansion. Donc il y a ma voix aussi quelque part là-dedans, qui gueule et qui fait toutes les réacs possibles. Alors on m'expliquait, alors là c'est quand tu prends une carapace mais de côté. Et ils ont une énorme culture j'ai pas envie, c'est débile de dire ça, mais des réacs dans les mangas et dans les trucs comme ça. Donc il n'y a pas juste une réac où tu fais une réac de douleur et basta. Non, il y a des moments où il faut faire des réacs un peu comme ça, un peu, tu vois, avec des variations. Et on faisait 20, 30, 40 prises pour la carapace verte de côté. Et j'étais hyper content, j'avais 19 ans et c'était un rêve quoi. D'ailleurs j'ai pas du tout été payé, j'étais là une journée comme ça. Alors tu vois, on parle des IA. Tu pourrais réclamer. Mais je m'en fous, moi je veux être à Il est trop déjà chaud. il est déjà riche. On est en train de parler des IA qui sont en train de tuer le métier, on est en train de parler des gens qui ne seront pas payés. Non mais t'es merveilleux. Ben, c'est la passion, c'est la passion. La passion. Comme dirait Carlos. La passion remplit pas le frigo. Ah Carlos. La passion del patron. Et t'imagines, tous les royalties que tu aurais pu toucher en faisant Je musique. suis pas sûr qu'on ait des royalties quand on est comédien de doublage. Alors, Dans le jeu vidéo, c'est sûr que non. Au niveau des chansons, C'est sûr que non. je ne sais pas si tu cèdes tes droits ou si tu touches quand même un minimum chez Disney. Les jeux vidéo, ce sont des œuvres collectives, Ouais. donc tu ne peux pas prétendre d'être le mec qui a créé Carapuce et d'avoir du pognon. Moi, Non, mais ça, c'est pas du tout le cas. Non mais pour les chansons, je crois que les chanteurs-interprètes chez Disney, je crois qu'ils ont des royalties. Alors, Je crois. Hein. Ça, c'est peut-être parce que ça rentre dans le truc des droits musicaux. Ah ça c'est ouais. Là, ça c'est. Ouais, je crois. Enfin voilà, j'ai répondu à votre question pendant 2 heures. Et demi. Est-ce que vous avez une dernière question? On attend une dernière question. Oui, ce sera toi. T'as vu l'énergie que j'ai plus? Oh quoi, ils ont tout donné au concert Disney. Moi, j'aimerais savoir combien de temps on est pour faire un doublage comme Couple of Cocos et pour le webzine qui va sortir en 2024. Pour ces deux-là, combien de temps ça met? Parce que Couple of Cocos, c'est un épisode par semaine, donc c'est un anime qui sort une semaine en retard par rapport à celui du Japon. Combien de temps vous mettez et quand est-ce que vous faites ça? Ouais. Alors donc pour Couple of Cuckoos, qui est donc un animé Crunchyroll, comme vous savez, ça sort en simulcast, donc il y a un épisode qui sort par semaine. Donc effectivement, vu qu'on est calé aussi sur la sortie japonaise, une fois par semaine, et ben on va une fois par semaine en studio pour doubler avant que ça sorte. Je pense vraiment qu'en fait ils ont la semaine pour caler leur doublage et je pense qu'ils doublent plusieurs produits en même temps. Et là, on est sur une économie qui est assez, exceptionnelle, dans le sens où ça ne fonctionne jamais comme ça pour tout le reste des doublages. Donc effectivement, on vient doubler la semaine d'avant pour l'épisode qui sort en simulcast la semaine d'après. Peut-être Game of Thrones faisait ça aussi. À l'époque de Game of Thrones sur OCS, quand ça passait sur HBO pour les confidentialités et tout, pour qu'on ne perde pas des téléspectateurs qui regardaient de la VO ou du fan-dub ou du fan-sub, se dépêchaient de doubler en une semaine, même pas, tu vois. Et les auteurs d'écrire... Ah oui, les autres... Écriture plus doublage, une semaine par épisode, t'imagines? Et d'ailleurs, pour Odor, ils m'ont appelé pour avoir le jeu de mots. Si vous vous souvenez de cet épisode... Honte dedans.
Voilà, c'est hold the door. Ouais. Ben, va traduire ça, tu vois. Et j'ai dit le truc au dehors, au dehors. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, non, mais On les empêche de sortir au dehors. Et pour Wakfu, par contre, Wakfu, ils sont en retard, ils sont souvent. Il faut que les épisodes soient produits. Donc des fois, s'il y a des retards, ça peut retarder aussi le doublage. Donc là, on n'est pas sur quelque chose de hyper carré. On a commencé le doublage de la saison 4, mais ça a commencé cet été et ça continue, c'est pas fini. Parce que des fois, il y a des décalages, genre ah, bon bah tel épisode, ils n'ont pas encore tout à fait fini de produire. Je suis sûrement en train d'exploser mes clauses de confidentialité là. Alors, il y a deux avocats qui sont devant la porte, qui t'attendent. Elle arrive, elle arrive. Voilà, c'est pour ça que ça prend du temps, mais de toute façon, c'est annoncé pour l'année prochaine. Enfin, on prend son temps. À chaque fois qu'on vient, on double un épisode, au maximum 2. Mais voilà. Mais c'est pas la manière dont ça fonctionne en temps normal sur des séries Netflix, etc. C'est encore autre chose. Voilà, je regarde ma montre, malheureusement, c'était la dernière question. On peut quand même les applaudir très 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 fort. Geneviève, merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence. Merci à vous. Tu peux me tutoyer, hein, parce que je sais que je suis vieux, mais quand même. On peut vous retrouver directement en dédicace juste au-dessus, au premier étage. Donc si vous voulez échanger encore sur tout ce qui est doublage, sur tout ce qui est Pokémon aussi, et maintenant Mario, puisque tu as fait la voix de Luigi, et ben n'hésitez pas à venir les voir, ils seront ravis même de vous faire une petite dédicace. Donc merci beaucoup Geneviève et Julien. Merci à vous. On peut applaudir encore très très fort. Merci Anne. A tout de suite. Et maintenant, sans transition, nous allons avoir un immense chanteur qui va arriver sur cette scène. Donc je vous invite, voilà, vous avez compris, à vous